Merci pour ce partage. Donc, on va passer à la prochaine communication. C'est la place de la progestérone dans les menaces et les ABRT à répétition. Et on appelle professeur Rassi. Professeur Rassi, elle est chef de service à l'hôpital Cuba. Ouais. À vous la parole, professeur Rassi. Bon, mesdames et messieurs, chers collègues, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central en obstétrique, c'est la place de la progestérone dans les menaces et les avortements à répétition. Et l'objectif de cette présentation, c'est de faire le point sur les preuves actuelles et surtout les indications cliniques validées par l'utilisation de la progestérone dans des situations bien précises. Comme vous le savez, que la progestérone, c'est une hormone stéroïdienne produite par le corps jaune et puis par le placenta dès le 2e trimestre. Elle est indispensable pour préparer l'endomètre à la nidation, favoriser la tolérance immunitaire materno-fœtale et diminuer l'excitabilité utérine. Et surtout, prévenir les contractions et ainsi stabiliser la grossesse. Donc, quand on a un déficit en progestérone, généralement un déficit en progestérone est associé à une augmentation du risque de fausse couche, qu'elle soit isolée ou répétée. Et l'insuffisance lutéale est une hypothèse plausible dans certains avortements précoces inexpliqués. Donc on a deux tableaux cliniques, c'est la menace de fausse couche qui sont fréquentes jusqu'à 20% des grossesses et les fausses couches à répétition qui concernent 1 à 2% des couples. La progestérone est couramment utilisée en pratique, mais son efficacité reste débattue selon les indications et les profils des patientes. C'est quoi les avortements à répétition? Les avortements à répétition sont classiquement définis par la survenue de 2 ou 3 pertes gestationnelles consécutives avant 20-24 semaines d'aménorrhée, mais il y a plusieurs définitions selon les sociétés savantes. Par exemple, pour le collège, il définit les avortements à répétition comme des fausses couches à répétition après au moins 3 fausses couches spontanées consécutives avant 14 semaines. Et selon la Société américaine de la médecine de reproduction, elle définit les avortements à répétition comme 2 ou plus pertes gestationnelles consécutives cliniquement, pas biologiquement, cliniquement reconnues avant la 20e semaine. Et l'OMS, elle définit les avortements à répétition comme 3 ou plus pertes consécutives d'une grossesse avant 20 semaines. Bon, vous savez qu'il y a des grossesses cliniques, c'est-à-dire elles sont confirmées soit histologiquement ou échographiquement, ou bien des grossesses biochimiques qui sont juste confirmées par la biologie, le taux de bêta-ACG. Il est désormais recommandé de commencer les explorations après 2 pertes, surtout chez les femmes de plus de 35 ans, ou si des facteurs de risque sont présents. Et les avortements à répétition, elles touchent 1% de la population mondiale, mais sa prévalence est beaucoup plus élevée dans la population indienne. Il affecte 2 à 5% des grossesses et malgré l'identification de plusieurs causes possibles des fausses couches à répétition, l'étiologie reste inexpliquée dans 40 à 50% des cas, ce qui souligne la nécessité d'investigation approfondie. La grande majorité de ces pertes surviennent au cours du 1er trimestre,
plus précisément 31,9% avant la 7e semaine d'aménorrhée, 52% entre 8 et 11 semaines et 11,1 entre 12 et 15 semaines. Et au-delà du premier trimestre, les avortements spontanés sont plus rares. Donc, ces données confirment que le premier trimestre est une période particulièrement vulnérable, d'où l'importance d'une prise en charge précoce, surtout en cas d'antécédent. Bien sûr, il faut toujours chercher les étiologies, elles sont multiples, mais comme on l'avait dit, que dans 40 à 50% de cas, aucune étiologie n'est retrouvée. Bien sûr, il faut citer les anomalies anatomiques utérines, le plus souvent les responsables d'avortements tardifs. Il y a les anomalies chromosomiques, beaucoup plus elles sont responsables d'avortements précoces. Aussi, il y a les anomalies génétiques à ne pas négliger. Et l'insuffisance lutéale, son association avec les ABRT, les avortements à répétition, varie de 3 à 17,4%. Bien sûr, il faut toujours chercher les causes générales telles que le diabète et les causes infectieuses, mais généralement les causes infectieuses, elles ne sont pas vraiment responsables d'avortements à répétition parce qu'elles donnent des avortements sporadiques. Les anomalies congénitales de l'hémostase ou bien les thrombophilies aussi peuvent être responsables d'avortements à répétition. Les anomalies immunologiques aussi. Et les causes masculines, il ne faut pas les négliger. D'ailleurs, il y a une étude menée par Carrel a montré une augmentation significative des anomalies morphologiques de l'aneuploïdie, mais aussi de l'apoptose des spermatozoïdes chez les hommes dont les partenaires souffrent d'avortements à répétition. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les facteurs environnementaux et psychologiques. Et comme on avait dit, dans environ la moitié des cas, aucune cause n'est identifiable. D'ailleurs, ici, il y a une étude récente publiée en septembre 2024 qui s'est intéressée aux causes des fausses couches à répétition sans cause. Alors, elle s'est intéressée, elle a exploré beaucoup plus le rôle de l'hypoxie placentaire et cette hypoxie placentaire chronique pourrait induire un stress oxydatif important qui va altérer l'angiogénèse du placenta et cette perturbation pourrait être une cause sous-jacente des fausses couches à répétition sans cause ou bien idiopathique. Bon, bien sûr, en pratique, la progestérone est couramment prescrite en début de grossesse, notamment en cas de menace d'avortement spontané et de fausses couches à répétition. Toutefois, son efficacité a été récemment remise en question et c'est dans ce contexte que s'inscrivent des études PRISM et PROMIS. On va voir ces études, c'est quoi. D'abord, l'étude PROMIS, c'est quoi? C'est un essai multicentrique randomisé en double aveugle, contrôlé par effet placebo qui est mené au Royaume-Uni, comportant 836 femmes avec antécédents d'au moins 3 fausses couches inexpliquées, traitées par la progestérone vaginale micronisée 400 mg 2 fois par jour, dès la détection de la grossesse, c'est-à-dire en moins de 6 semaines jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Et bien sûr, le critère principal était d'avoir de taux de naissance vivante après 24 semaines. Donc ici, vous allez constater vous-même que les résultats, il y avait 65,8% de naissances vivantes dans le groupe progestérone, contre 63,3% dans le groupe placebo. Donc, il n'y a pas de bénéfice statistiquement significatif. Donc, alors, cette étude PROMIS, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Qu'en cas de fausse couche à répétition inexpliquée, la progestérone ne permettrait pas d'augmenter significativement le taux de grossesse vivante. Mais qu'en est-il des femmes qui présentent des saignements précoces, isolés au premier trimestre, sans forcément d'antécédents de fausses couches? C'est là qu'intervient l'étude PRISM. C'est quoi l'étude PRISM? Aussi, c'est un essai multicentrique randomisé, en double aveugle, contrôlé par effet placebo, et sur 4153 femmes qui présentent un saignement vaginal avant 12 semaines d'aménorrhée, et par l'introduction toujours de la progestérone micronisée par voie vaginale 400 mg 2 fois par jour, de la présentation des symptômes jusqu'à 16 semaines de gestation. Et le critère principal, c'était d'avoir le taux de naissance supérieur ou égal à 34 semaines. Donc les résultats, aussi vous allez vous-même constater que 75% de naissances vivantes dans le groupe progestérone versus 72% dans le groupe placebo. Donc aussi, il n'y avait pas de différence significative globale.
Par contre, elle est bénéfique chez les femmes présentant des saignements précoces, mais associés à des antécédents de fausses couches à répétition, notamment supérieurs ou égales à 3 fausses couches. Alors, cela plaide pour une utilisation ciblée, fondée sur le profil clinique de la patiente. Et d'ailleurs, ces données ont été intégrées dans les recommandations de plusieurs sociétés savantes. La méta-analyse montre aussi que la progestérone avait une réduction modérée, mais significative du risque de fausse couche, avec un bénéfice plus net chez les femmes ayant des antécédents. D'où l'importance de rechercher l'antécédent de la patiente. Donc en pratique, la progestérone peut être bénéfique, mais son utilisation doit être réservée à des situations bien précises et bien sélectionnées, notamment chez les femmes à risque, c'est-à-dire présentant des antécédents avec un saignement vaginal. Et selon les recommandations britanniques, l'utilisation de la progestérone est désormais encadrée en cas de menace d'avortement et en cas d'antécédent d'avortement à répétition. Il est recommandé d'offrir une progestérone micronisée 400 mg 2 fois par jour dès la détection de la grossesse avec activité cardiaque présente jusqu'à 16 semaines, sauf si la patiente présente un saignement vaginal avec antécédent au moins de 3 fausses couches. La même chose aussi, notre société qui va aussi dans le même sens, l'ICHRE a mis à jour ses recommandations et sur l'usage de la progestérone vaginale chez les femmes aussi ayant un antécédent de fausse couche avec présence de saignement vaginal. Donc, l'ICHRE ne recommande pas l'usage systématique de la progestérone chez toutes les femmes enceintes ayant une insuffisance lutéale présumée, comme on faisait avant, et en l'absence de saignement. La même chose aussi, le collège américain, il reste prudent, pas d'usage systématique de la progestérone, sauf pour les femmes présentant antécédents d'accouchement de fausse couche supérieur ou égal à 3 et avec présence de menaces d'avortement type saignement vaginal. Maintenant, qu'en est-il de la tocolyse de maintien après un épisode de travail prématuré arrêté? Certaines études récentes suggèrent un intérêt de la progestérone comme tocolytique de maintien, mais à ce jour, les preuves restent insuffisantes pour recommander dans ce contexte, faute d'essais comparatifs robustes. Donc, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité. Il y a aussi une autre étude à montrer que la tocolyse de maintien par progestérone pourrait être bénéfique chez les patientes toujours ayant présenté un épisode de travail prématuré stabilisé après une tocolyse aiguë. Aussi, il y a cette étude randomisée en double aveugle qui est menée en Espagne sur 265 femmes. Elle préconise qu'il y avait, selon ces résultats, aucun bénéfice significatif n'a été observé sur l'âge gestationnel à l'accouchement ni sur la réduction des accouchements avant 34 ou 37 semaines. Donc la progestérone vaginale en traitement de maintien n'a pas permis de prolonger significativement la grossesse. Par contre, les recommandations, alors dans ce cas, en résumé, les recommandations concernant l'usage prophylactique de la progestérone divergent. Selon le collège américain, il recommande une surveillance, on parle toujours d'un accouchement prématuré traité et arrêté. Alors, le collège américain recommande une surveillance de la longueur du col et bien sûr adapter la prise en charge, tandis que la société américaine encourage une utilisation prophylactique avec une décision centrée sur la patiente. Et donc, dans ce cas, on voit que l'administration de la progestérone reste optionnelle. Il y a certaines sociétés qui préconisent, qui suggèrent l'administration systématique de la progestérone micronisée après un épisode de travail prématuré. D'autres, par contre, non. Bon, selon les recommandations canadiennes, voici quelques recommandations. Elle recommande la progestérone micronisée chez les femmes présentant un antécédent
d'accouchement prématuré spontané. Elle préconise aussi l'administration de la progestérone s'il y a une grossesse monofœtale avec un antécédent de la longueur du col inférieure à 25 mm et détecté échographiquement entre 16 et 25 semaines. Et si un cerclage est envisagé, vaut mieux proposer la progestérone vaginale comme alternative efficace. La même chose aussi pour les recommandations canadiennes. Elles recommandent que l'alitement ou la réduction des activités ne sont pas recommandées chez les patientes à risque. Et la progestérone par voie vaginale micronisée, elle est donnée à 200 mg par jour pour les grossesses monofœtales. Par contre, 400 mg par jour pour les grossesses multiples. Et bien sûr, le début du traitement, il commence entre la 16e et la 24e semaine. Et cela, la poursuite est possible jusqu'à 36 semaines. Voilà. Alors ici, la progestérone par voie, l'administration de la progestérone par voie vaginale a montré un certain bénéfice dans la prévention du travail prématuré. Donc, il y a une étude ici qui parle de l'association entre progestérone par voie vaginale avec une action locale. C'est l'association, ce qu'on appelle le PCR arabin. C'est une libération locale prolongée de la progestérone grâce à des nanofibres. Mais cette approche est en cours de développement. Avant de finir, il y a juste ce qu'on appelle l'immunothérapie par lymphocytes. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé des causes des avortements à répétition, de causes immunologiques. Actuellement, il y a une étude qui est en cours, c'est l'intérêt de l'immunothérapie par lymphocytes chez les patientes présentant une cause immunologique. Donc, la progestérone joue un rôle fondamental dans le maintien de la grossesse. La progestérone et ses récepteurs sont au cours de la physiopathologie du travail prématuré. Bien sûr, c'est une hormone clé de maintien de la grossesse, mais aussi comme levier thérapeutique promoteur dans les grossesses à haut risque. La progestérone n'a pas d'indication systématique dans les menaces d'avortement. Et un bénéfice est suggéré chez les femmes présentant un antécédent de 3 fausses couches et associé à un saignement précoce. Et pas d'indication claire en cas d'insuffisance lutéale présumée en l'absence de saignement. Actuellement, il n'existe pas suffisamment de preuves pour recommander la progestérone pour la tocolyse de maintien chez les femmes ayant un travail prématuré, car le nombre d'essais comparant la progestérone à un placebo ou d'autres médicaments tocolytiques est limité. Des essais supplémentaires sont nécessaires pour évaluer plus précisément l'efficacité de la progestérone comme agent de tocolyse de maintien. Alors, mais au-delà de l'efficacité du traitement, il est aussi essentiel de souligner que les patientes n'ont pas accès au même niveau d'évaluation ni de prise en charge. Cette étude américaine met en lumière un aspect trop souvent négligé, c'est les disparités raciales dans la prise en charge des pertes de grossesse à répétition. Donc, il est important de s'interroger sur l'équité dans l'accès aux soins et notre rôle ne se limite pas juste à prescrire, il est aussi de veiller à ce que chaque patiente bénéficie d'un parcours de soins équitable, quelle que soit son origine ou son contexte. Donc la progestérone peut réduire le risque de fausse couche, notamment chez les femmes ayant des antécédents, mais l'efficacité du traitement, aussi prometteur soit-il, dépend aussi de l'accès aux soins et à la qualité du suivi proposé. Et je vous remercie.